Bonjour tout le monde, moi c'est Adil Kaki. Je vais faire une brève présentation par rapport à mon profil. Je suis consultant expert en transformation numérique et organisationnelle, en adoption numérique et en gestion de changement. Aujourd'hui avec Yamlal, on aura l'occasion de parler en fait de la stratégie technologique et puis le rôle de la gestion de changement pour accompagner en fait cette transition technologique. Je vous souhaite la bienvenue et puis voilà. Bonjour tout le monde, mon nom est Val Gotham, donc consultant en cybersécurité puis en gestion de technologie, mais je suis aussi le fondateur de l'entreprise Data Next Step. C'est ça, moi je vais plus focuser sur comment préparer et pourquoi c'est important d'avoir un plan euh, technologique ou stratégique technologique dans une entreprise, surtout dans les OBNL où le changement est très très présent. Pour faire un peu présentation en fait de mon entreprise, Innova Digital Consulting, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'adoption et la transformation digitale. On est dans le marché depuis 2017 et on opère un petit peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Et puis notre champ d'expertise, c'est la gestion de projet, la gestion de changement, la mise en place des outils innovants, les plateformes d'adoption digitale pour accompagner justement les entreprises dans leur transition technologique. On s'appuie principalement sur la gestion de changement comme étant je dirais la colonne vertébrale de de la transformation numérique parce que d'une manière générale, on fait beaucoup d'investissements sur ce côté-là. Et puis, pour pouvoir en fait adopter cette nouvelle technologie, on accompagne le côté humain c'est-à-dire dans l'organisation pour que les entreprises, les organisations, les OBNL aussi, peuvent asseoir ces technologies d'une manière, je dirais, beaucoup plus confortable et en douceur. Parfait. Notre entreprise s'appelle Data Next Step. Donc, on est une équipe vraiment spécialisée dans la cybersécurité. Justement, dernièrement, on entend parler beaucoup de la loi 25, par la protection des actifs et tout. On fait aussi la gestion d'infrastructures technologiques, donc vraiment l'optimisation de la technologie. Ça veut dire comment on fait justement un plan, mais aussi comment on met en place, comment on fait l'optimisation pour être sécure, mais aussi innovante avec le temps. Et on accompagne justement les entreprises, les organisations, les OBNL à euh, comme faire un plan, puis ensuite mettre en place, puis sécuriser. Par la suite, continuer à leur offrir du support de maintenance finalement pour assurer une bonne continuité de la technologie, puis s'assurer que les technologies qu'ils utilisent, puis qu'ils vont utiliser dans le futur aussi, ça aligne avec leur entreprise, avec leur vision et tout ça. On travaille avec des entreprises autant OBNL que des petites entreprises, que des grosses clients. Donc, on s'adapte vraiment à leurs besoins puis rassurer qu'on est capable d'amener certains de notre expertise. Donc, le plan de la présentation, ça va être assez simple. On va parler rapidement, c'est quoi la technologie, pourquoi c'est important, avoir une stratégie technologique. Adil va un peu parler un peu le changement, comment c'est important surtout dans la domaine technologie. Souvent, c'est négligé, puis c'est ça un peu le frein qui arrive avec quand on a plusieurs partenaires. On oublie que le changement, ça a un impact pour adapter une nouvelle technologie. Et on va parler un peu des étapes, comment on va suivre, comment gérer les étapes, puis ensuite comment choisir les partenaires, comment choisir les technologies, c'est quoi les choses à regarder quand on choisit un partenaire. Et finalement, on va faire une petite conclusion avec des questions que vous avez. Donc, comme nous avons dit, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous faire comprendre que les stratégies technologiques, c'est vraiment pourquoi c'est important, puis comment l'implémenter, puis comment implémenter un plan de changement pour faciliter mettons, la mise en place de la technologie, en fait. Donc, souvent, c'est une stratégie technologie où souvent, dans les OBNet, c'est un peu méconnu parce qu'on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de la finance, on parle de l'opération, mais la technologie, on ne parle pas beaucoup les stratégiques, simplement parce que ce n'est pas quelque chose de prioritaire pour le OBNet. Et qu'est-ce qui amène, il y a beaucoup de défis que je constate quand je travaille avec mes clients qui dans le secteur de l'OBNL. C'est par exemple, vu qu'il y a un grand roulement des personnels et des manques d'employés, tout ça, souvent, si la technologie change régulièrement, puis qu'on n'a pas une certaine stratégie qui est donnée, mais les employés ont la difficulté à s'adapter à une nouvelle technologie, qui fait que
logiciels utilisés vont s'adapter avec une nouvelle personne qui arrive dans l'organisation. Donc, souvent, une personne qui arrive, il va vouloir utiliser son technologie qu'il connaît parce qu'il n'y a pas vraiment un standard qui est donné par l'OBNL par rapport au choix de technologie utilisée. Ce qui fait que les licences, les coûts vont augmenter pour acquérir des nouveaux logiciels et tout. En même temps aussi, vu que le changement de personnel, puis une nouvelle logiciel qui vient de temps à autre, qui fait que les connaissances sur toutes les technologies qui sont en train de changer régulièrement, euh, ils n'ont pas la connaissance. Donc, qui fait que, encore une fois, ce défi-là qui fait que la technologie est mal utilisée. Bien sûr, vu qu'on consacre beaucoup de temps dans l'opération, on ne prend pas le temps de bien intégrer et bien implémenter la technologie. Donc, qui fait que la mauvaise compréhension de la technologie et les données qui sont utilisées dans la technologie, donc on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe dans tous les outils qu'on a. Puis, le défi que ça amène avec ça, c'est que justement la sécurité. Donc, comme on dit, je répète encore la loi 25, hein, on parle beaucoup de l'égalité, mais la loi 25, c'est aussi protéger les données. Donc, toutes les technologies que vous utilisez, ça doit avoir une importance, mais vous devez savoir comment ça marche. Donc, le fait encore une fois, on a beaucoup de roulement de la technologie avec le personnel, c'est un autre défi, la sécurité. Euh, aussi la résistance de l'humain par rapport au changement qui fait qu'on fait un autre défi qui amène les changements vont être difficiles parce que les humains vont être souvent restreints. Puis souvent, et même très souvent, je dirais, dans le OBNL, la technologie et la sécurité, c'est quelque chose de vraiment mis à côté. C'est pas en ordre de priorité ni planifié dans le budget. Donc, c'est quelque chose que juste que notre objectif aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette série de découvertes, vous, on change que vous comprenez, vous devez apprendre que c'est important d'intégrer dans votre plan, puis tranquillement aller graduellement à donner de l'importance à ce plan technologique. Donc, qu'est-ce qui est un plan technologique ou une stratégie technologique? Souvent, c'est, encore une fois, comme je dis, c'est très méconnu dans l'industrie. Dans l'industrie de OBNL, c'est simplement d'utiliser les meilleures technologies, les bonnes technologies, les bons logiciels afin d'atteindre un peu les objectifs de l'organisation, donc au fil des temps. Un autre défi, comme je vous ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de roulement des personnels et beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, tout ça, puis on est tout perdu. Grosses entreprises ont ce défi-là, donc les OBNL, ils ont encore plus grand défi. Et souvent, vu qu'on change les technologies régulièrement, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a jamais le temps de comprendre la technologie, puis on est déjà en train de changer la technologie, qui fait qu'on n'a jamais maîtrisé. Finalement, on a l'impression qu'on n'est jamais en train d'utiliser les bons outils. Donc, il faut toujours donner jusqu'à 3 à 5 ans pour bien maîtriser une technologie au complet, puis ensuite de comment être vraiment expert là-dedans. Donc, si on change les technologies, ça fait qu'un nouveau directeur qui arrive, ou un nouveau employé qui arrive, un nouveau gestionnaire qui arrive, ou vous travaillez avec un partenaire, puis il propose vraiment son technologie et non la technologie qui est bon pour vous. Mais la difficulté va arriver, c'est que vous n'allez jamais utiliser efficacement. Puis finalement, ça va coûter beaucoup d'argent. Puis en fait, tous les défis que je vous ai mentionnés juste avant. OK. Je vais laisser la parole à parler un peu de la gestion de changement à travers quand on fait un plan technologique. Mais, merci, Amlel. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de changement technologique. On change d'une technologie à l'autre. On a une technologie qui est actuelle. On veut adopter une nouvelle technologie, on met en place une nouvelle technologie. On doit comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ce changement-là. Pour pouvoir gérer ce changement-là, la première des choses, moi, j'aimerais bien commencer par définir c'est quoi le changement. Alors, le changement, de manière générale, c'est le passage d'une situation A à une situation B. Donc, je vais prendre l'exemple de la période par laquelle on est passé, la période Covid. On était dans une situation qui était, voilà, le travail en présentiel. Et puis, avec l'arrivée de cette crise-là, tout le monde, pratiquement tout le monde a passé sur le mode télétravail ou hybride. Pourquoi? Tout simplement pour s'adapter à ce nouveau changement. Et donc, il y en a ceux qui ont pu gérer ce changement-là. Et donc, la performance de l'entreprise ou la performance des organisations ont continué à fonctionner de la même manière. Parfois, on pourra même se dire que ça a carrément amélioré un petit peu la performance des organisations. Et puis, il y en a ceux qui n'ont pas su comment gérer ce changement-là. Donc, on peut retrouver à peu près la même chose
c'est-à-dire lors de la mise en place d'un workspace, c'est-à-dire une nouvelle technologie. Par exemple, aujourd'hui, on est sur Microsoft ou sur Google et puis on veut passer d'une à l'autre ou vice-versa. Ça nécessite quand même une préparation parce que si on va pas mettre les choses, c'est-à-dire si on ne gère pas ce changement de manière, je dirais, euh, d'une manière très didactique, pédagogique, là, ça permet en fait un effet inverse. Au lieu d'adopter cette technologie pour pouvoir assurer une performance, ça va se tourner, c'est-à-dire vers le contraire. La gestion de changement, elle est surtout centrée sur l'humain et non pas sur la technologie. Donc, en tant que gestionnaire du changement, on s'intéresse à l'intérieur de l'organisation, que ce soit une OBNL ou une entreprise. On s'intéresse à l'humain. Comment est-ce que l'humain va vivre ce changement-là? Comment est-ce qu'on peut lui faciliter ce changement-là pour qu'on puisse tirer le maximum de cette transition technologique qu'on souhaite mettre en place? Euh, Par nature, l'être humain, elle a je dirais une peur de l'inconnu parce que si on connaît pas quelque chose, forcément, on développe un mécanisme de défense, un mécanisme de défense. Et puis, c'est ce qu'on on identifie quelque part comme étant une résistance au changement. Donc, euh, ce qu'on peut déduire, c'est que vraiment la gestion de changement, c'est pas une discipline qui va aller piétiner sur la gestion de projets technologiques, mais ça vient en parallèle pour pouvoir assurer en fait cette transition. Euh, Jusqu'à présent, moi, je j'entends pas beaucoup en fait parler de la gestion du changement au niveau des OBNL. Pourquoi? Tout simplement parce que aussi les budgets ne le permettent pas parfois. Et puis investir dans la gestion de changement, ça reste encore un concept qui est un peu méconnu ou peu connu par les OBNL. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre en place parfois des projets technologiques, mais avec l'absence de la gestion de changement, ce qui ne va pas forcément donner en fait les meilleurs des fruits qu'on aspire en fait à travers la mise en place de cette technologie. Donc, on a besoin aussi de prendre conscience du changement. C'est-à-dire, le changement, c'est des étapes qu'on va voir dans le slide suivant. C'est un processus où on va vivre le choc. Il y a un certain nombre d'étapes. Donc, on va voir, il y a le le processus psychologique du changement et il y a aussi la courbe du deuil, c'est-à-dire qui explique un petit peu l'ensemble des étapes par lesquelles on va passer. Donc, c'est bon. Donc, ici, on va voir dans les deux graphes. Donc, on a la courbe de deuil et puis on a en même temps une courbe psychologique du changement. Ça permet de faire quoi? Ça permet de voir un petit peu l'ensemble des étapes par lesquelles un individu va passer. Donc, ça commence par le choc. Donc, à l'intérieur d'une organisation, moi, je suis par exemple dans une OBNL et puis du jour au lendemain, on va changer le système qu'on est en train d'utiliser. Bah, je prends comme exemple, euh, je vais changer en fait le CRM qu'on utilise. Euh, La première des choses, c'est que ça va être un choc pour les individus hein, qui sont dans l'organisation. Pourquoi? Parce que moi, je suis tranquille, j'ai l'habitude d'utiliser en fait l'outil que j'ai entre mes mains. Et puis, je vais passer par un déni, par le déni, par la colère, par la négociation. Je vais rentrer dans la négociation avec les différentes parties prenantes pour dire que voilà, ça fonctionne, pourquoi on va ramener une autre technologie qui va peut-être coûter cher et qui va changer un petit peu la façon de faire. Donc, et puis quand le changement est imminent, et puis on va voir qu'il y a certains qui vont même aller jusqu'à dépression parce qu'ils étaient à un certain moment sur leur confort, dans leur zone de confort. Et là, c'est comme si on- on est venu pour les déranger. À un certain moment, au fur et à mesure, ça c'est c'est-à-dire dans la courbe du temps, l'évolution au niveau de la courbe du temps, c'est qu'à un certain moment, on va commencer à accepter ce changement et puis l'expérimenter
donc à travers la phase d'expérimentation, et puis la décision de surfer en fait cette vague de changement, et puis par la suite, on est dans l'intégration. Donc on est passé d'une situation A à une situation B, qui était une situation A avec une performance qui était, je dirais, normale, vers une situation B qui nous a permis de, de tirer en fait une performance meilleure à travers en fait l'intégration de ce changement-là. Mais la gestion de changement, elle est là non pas, non pas pour réduire, non pas pour éliminer en fait ce processus, parce que c'est un processus humain. Tout le monde va passer par rapport à ça. Il y en a ceux qui vont passer beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais la gestion de changement, elle est là quelque part pour pouvoir assurer cette transition et puis réduire surtout le temps. Parce qu'en fait, quand on va sensibiliser, quand on va former, quand on va faire plein d'actions qu'on va voir un peu plus tard dans la stratégie de gestion de changement, ça va permettre de réduire en fait le temps de transition à travers c'est-à-dire l'ensemble de ces étapes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gestion de changement? Donc, pour résumer un petit peu, c'est un processus systématique qui vise à faciliter la transition de l'organisation, euh, c'est-à-dire d'une équipe ou même d'un individu, d'un état actuel à un état qui est désiré. Cela implique justement de gérer des aspects humains des organisations, de gérer la culture du changement pour minimiser un petit peu la résistance et maximiser l'acceptation de la réussite de la transition. Et puis là, on parle, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train c'est-à-dire de parler, gérer l'aspect humain. Vraiment, il y a une absence en fait du côté technologique. Donc, on ne parle pas de la technologie, c'est vraiment la prise en charge de, de voilà, la prise en charge de la compréhension humaine de ce changement-là à travers justement un certain nombre des étapes qu'on va voir un peu plus tard. Donc, la mise en place d'une stratégie de gestion de changement. Une stratégie de gestion de changement, elle est cruciale de manière générale, elle est très cruciale pour pouvoir définir les différents piliers, c'est-à-dire sur lesquels on va attaquer. Donc, généralement, euh, naturellement, dans n'importe quel projet, on va faire appel à la communication, à la formation. Mais il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus pointus au niveau de la gestion de changement. On parle de l'accompagnement, on parle de préparer une feuille de route pour le sponsor qui, lui, va assurer en fait une sorte d'accompagnement pour l'ensemble des personnes, les parties prenantes qui seront touchées par par le changement. Elle minimise la résistance des employés ou les différentes parties prenantes. Elle facilite aussi l'adaptation aux nouvelles technologies et assure une continuité des opérations, surtout parce que euh, moi, à travers, par exemple, mes expériences, on a vu que certaines organisations, à un certain moment, ils mettent en place une technologie et le jour J du Go Live, au lieu qu'on assure la continuité des opérations, on est dans l'incapacité de continuer nos opérations et puis généralement, les gens, ils vont faire marche arrière pour pouvoir reprendre l'ancien système pour assurer juste la continuité. Donc, nous, à travers la mise en place d'une nouvelle technologie, on essaie de développer la performance de l'organisation, alors que finalement, on va se retrouver avec un effet inverse. Et puis, c'est comme si on n'aura pas un retour sur investissement. On dépense beaucoup d'argent au niveau de la technologie, au niveau de la mise en place de ces technologies, mais finalement, le retour sur investissement, je dirais, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, en intégrant en fait l'analyse des parties prenantes, qui est je dirais, un des outils importants au niveau de la gestion de changement, ça va permettre justement d'identifier les impacts par rapport à ces parties prenantes, de développer un plan de formation, de définir aussi une stratégie de communication qui est efficace et puis pour choisir les canaux, c'est-à-dire identifier ou segmenter en fait les publics et puis euh, la façon à laquelle on va passer le message. Ça permet aussi une gestion des risques et favorise surtout une transition en douceur et renforce la culture d'innovation au sein de l'organisation. Donc, on va voir que le facteur humain va nous permettre justement d'assurer un retour sur investissement
par rapport au déploiement de la technologie. Donc, par rapport à la vitesse d'adoption, donc on va voir avec quelle rapidité les personnes se mettent-elles à appliquer les nouveaux systèmes, les processus, les rôles, adopter la technologie. Ça permet aussi de maximiser le ROI. Est-ce que l'utilisation est atteinte? Combien d'employés, combien de personnes, combien de parties prenantes par rapport à l'effectif global ont acheté, utilisé, manipulé, adopté cette nouvelle solution? Et puis l'efficacité, quel est le niveau de performance des personnes par rapport au niveau attendu dans la conception du changement. Donc, à la base, quand on va mettre en place une nouvelle technologie, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de euh, passer d'une performance, je dirais, standard, normale, vers une nouvelle performance qui va, je dirais, qui est meilleure. Et puis, la gestion de changement va nous permettre justement d'identifier, en fait, on est où par rapport à ce qu'on avait identifié au début. Euh, il y a, J'explique en fait ça tout simplement parce qu'il y a une difficulté jusqu'à présent d'imaginer en fait c'est quoi le ROI de la gestion de changement. On mise beaucoup sur la technologie parfois, mais mettre en place une technologie sans pouvoir l'accompagner avec une bonne gestion de changement, ça va permettre justement voilà, d'investir un budget énorme sans passer par les bénéfices de cette technologie, puisqu'il n'y avait pas cette gestion de changement. Donc, l'objectif de la gestion de changement, donc on va voir à travers ici le triangle à droite, à l'échelle d'organisation, on a besoin, donc au centre de cercle qui est en rouge, euh, on essaie d'avoir des projets conformes aux objectifs. Donc, on a des objectifs et on veut mettre en place des projets qui sont conformes aux objectifs. Euh, et des projets qui finissent à temps, parce que si on n'arrive pas à livrer à temps, c'est que aussi c'est-à-dire les utilisateurs de cette technologie ne sont pas au rendez-vous, ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas embarqués sur ce changement-là. C'est que les projets ne peuvent pas arriver à temps, c'est-à-dire être livrés à temps dans le budget qui est souhaité, et puis on ne va pas avoir le retour d'investissement qui est souhaité. Donc, c'est la raison pour laquelle on va voir dans ce triangle, on a c'est-à-dire en tête de ce triangle, on a le leadership ou bien le sponsorship. C'est que la personne qui va porter je dirais, cette casquette du changement, ça va être le sponsor du projet et puis le sponsor de cette transformation, changement. Et puis, il doit être épaulé avec la gestion de projet et la gestion de changement. Donc, la gestion de projet pour gérer tout ce qui est technologique, pour gérer la planification, pour gérer l'exécution de l'ensemble. Et puis, la gestion de changement, ça va aller en parallèle aussi pour pouvoir asseoir ces changements-là. À l'échelle de l'individu, l'individu, c'est comme si lui, il doit intégrer en fait ce changement-là à travers 5 étapes. Les 5 étapes, c'est des étapes qu'on va voir au niveau c'est-à-dire de la méthode ADKAR, qui fait partie en fait de la méthodologie ProSci, euh, c'est-à-dire qui aujourd'hui qui ont des standards pour pouvoir gérer la gestion de changement. Donc, chez les individus, on va commencer par la sensibilisation. On doit sensibiliser pourquoi pourquoi on fait ce changement-là? Quelle est la nature du changement? Pourquoi est-il nécessaire en fait de faire ce changement-là? Quel est le risque si nous ne changeons pas? Parce que si on ne crée pas aussi le sentiment d'urgence, c'est que quelque part, le- les individus vont se dire, OK, on est bien comme ça, on est dans notre zone de confort, mais pourquoi on va changer? On ne change pas une équipe gagnante parce qu'on croit qu'on est dans l'équipe gagnante. Alors que l'objectif, quelque part, c'est de pouvoir passer d'une performance actuelle à une meilleure performance ou de prendre en charge une partie qui n'était pas prise en charge avant. Deuxième étape, c'est le désir, c'est développer en fait le désir et puis la volonté chez les individus. Et puis, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui m'apporte ce changement-là? Ça peut être un choix personnel, comme ça peut être une décision de s'engager parce que, quelque part, on a impliqué les différentes parties prenantes. La connaissance, elle est importante pour pouvoir comprendre
la manière de changer, avoir la formation relative au nouveau processus cible ou la technologie cible, l'apprentissage des nouvelles compétences qui vont nous permettre justement de prendre en charge cette nouvelle technologie. L'habilité ou bien la capacité, c'est développer aussi la compétence, c'est-à-dire au-delà de la connaissance, on va développer une compétence de faire, capacité de manifester à mettre en œuvre le changement, et puis la réalisation du changement souhaité au niveau des performances ou du comportement. Donc, je dois avoir cette capacité qui va me permettre justement d'asseoir ce changement-là. Et puis, la dernière étape qui est le renforcement ou bien la cristallisation, c'est pouvoir cristalliser ce changement-là à travers la mise en place, c'est-à-dire des indicateurs de performance qui vont permettre de suivre en fait, c'est-à-dire pouvoir suivre en fait les indicateurs de performance liés à ce changement-là. Ça permet aussi c'est-à-dire de faire des actions qui augmentent la probabilité que ce changement perdure. Et puis, dans cette étape aussi, on doit miser aussi sur la reconnaissance et sur la récompense des différentes parties prenantes pour qu'ils continuent à utiliser en fait ou d'adopter ce changement-là. Donc, les étapes par lesquelles on va mettre en place ce changement-là, généralement, on a trois phases au niveau de la gestion de changement. C'est la phase préparer le changement, qui est la phase avant le projet, la phase gérer le changement, qui est la phase pendant le projet, et la phase 3, qui est cristalliser le changement. Donc, dans la première phase, on doit définir la stratégie de gestion de changement. On va préparer l'équipe de la gestion de changement parce que justement, selon la taille de l'OBNL, l'entreprise, on a besoin d'identifier une équipe. Est-ce que ça va être une personne qui va gérer? Est-ce qu'il y aura plusieurs personnes? On a combien de départements? On a combien je dirais, de domaines qui nécessitent, qui nécessitent d'être présents, en fait, de mettre en place parfois des ambassadeurs ou des agents de changement pour nous aider à faire, c'est-à-dire à faire les différentes actions souhaitées. Développer le modèle du sponsorship parce que, en fait, l'engagement du sponsor, c'est indispensable pour mettre en place le changement. C'est-à-dire, si on se retrouve dans une organisation où le sponsor, elle n'est pas très présent dans ces messages, dans les messages en fait qu'on va véhiculer pour assurer ce changement-là ou pour les actions qu'on a besoin de mettre en place pour pouvoir assurer ce changement-là, c'est que facilement les individus de l'organisation, ils vont être découragés ou non pas assez impliqués dans ce changement-là. Gérer le changement, développer un plan d'action ou des plans d'action euh, au cours de la réalisation du projet. On peut parler euh, c'est-à-dire le pôle communication, on a le pôle formation, c'est ce qui est connu d'une manière générale dans les projets, mais ici, il y a le pôle analyse d'impact, c'est-à-dire la convergence, la situation actuelle, la situation future, comment est-ce qu'on va converger, quels sont les plans d'action qu'on va avoir. Et puis, passer à l'action. Après avoir identifié ce plan d'action, on va passer à l'action et mettre en place ces plans d'action. La troisième phase, qui est la dernière, c'est collecter, analyser les feedbacks, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à travers la mise en place des indicateurs de performance et des KPIs, et puis diagnostiquer les écarts et gérer la résistance. Donc, après le lancement, carrément après le Go Live, on peut toujours récupérer, en fait, identifier les écarts qu'on avait par rapport à l'objectif souhaité et puis mettre en place des actions pour pouvoir gérer la résistance ou parfois ça peut être juste le manque de formation, le manque de sensibilisation pour pouvoir assurer en fait cette cristallisation. Mettre en œuvre des actions correctrices, justement, et célébrer le succès. La célébration, c'est quelque chose qui est indispensable parce que quand on va célébrer la réussite, et d'ailleurs, la célébration des succès, ils peuvent se faire même pendant la phase 2. On va mettre des actions, donc on va célébrer par exemple les quick wins. À chaque fois qu'on réalise quelque chose, on peut c'est-à-dire le célébrer. Et puis, ça va être la dernière partie en fait de mon intervention, c'est la comparaison entre la gestion de projet et la gestion de changement. Parce que généralement, euh,
on fait une confusion entre la gestion de projet et gestion de changement. Je vais essayer en fait à travers cette présentation d'expliquer un petit peu c'est quoi la différence. Et puis la gestion de changement, elle peut être une double casquette chez le gestionnaire du projet quand on est dans des petites organisations, mais il faut vraiment faire la distinction entre quelles sont les actions de la gestion de projet et les actions qui sont réservées pour la gestion du changement. Donc, on va voir la gestion de projet, il fait le focus sur le volet technique, du passage de l'état actuel à l'état futur, mais vraiment sur le volet technique. Quant à la gestion du changement, on a le volet humain, c'est qui nous intéresse le plus, c'est pour pouvoir prendre en charge les inquiétudes, pour pouvoir prendre en charge les impacts et puis mettre en place des actions qui vont nous permettre justement d'asseoir ce changement-là. Donc, on va voir à travers les processus, on va voir le processus de gestion de changement. On a l'initiation, la planification, l'exécution et puis le contrôle et la clôture. On a comme outil, on a le cahier de charge, cahier de charte de projet, business case, et puis les structures des découpages des tâches, estimation budgétaire, allocation des ressources, calendrier suivi, et puis tableau de bord aussi. Quant à la gestion de projet, sur le plan organisationnel, on va préparer l'organisation pour le changement, on va gérer le changement, on va cristalliser le changement, on va appliquer des modèles comme le modèle ADKAR, donc, que je viens de citer. C'est ADKAR, c'est la sensibilisation, le désir, la connaissance, l'habilité ou bien la capacité, et puis la cristallisation, le renforcement. Et puis, quels sont les outils? On a des modèles de gestion individuelle, l'évaluation de la disposition au changement, le plan de communication, feuille de route du sponsor, plan de coaching, plan de formation, de communication, gestion de la résistance, renforcement, cristallisation. On peut aussi mettre en place des tableaux de bord à travers en fait des questionnaires qu'on pourra administrer pour voir en fait comment les individus de l'organisation s'interagissent avec ce changement-là. Donc voilà un peu d'une manière générale, c'est quoi la gestion de changement, c'est quoi le changement, c'est quoi la gestion de changement, et comment est-ce qu'on peut intégrer cette gestion de changement dans la mise en place d'un projet technologique pour pouvoir profiter pleinement de la nouvelle technologie. Donc voilà, merci, et puis je te passe la parole, Yann. Merci Adil, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment des expertises très avancées, tout ça. Puis merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour nous partager ça. C'est pour peut-être certains d'entre vous, ça se trouve que ce soit un certain processus très avancé, mais souvent, c'est ce genre de processus qui est beaucoup utilisé par les grosses boîtes et tout ça. Et on est capable de ramener ça, puis appliquer dans votre organisation, puis le faire d'une façon efficace. Tu sais, ça paraît très complexe tout ça, mais c'est possible aussi d'adapter à votre situation. C'est toujours le plus important, c'est de comprendre le principe et le fonctionnement. Donc, moi, je vais parler un peu de la mise en place des stratégies technologiques. Donc on parlait tantôt de gestion de changement, il a parlé plus de gestion de changement. Là, on parle de gestion de projet. Gestion de projet, là, on parle de projet technologique. Donc, c'est pourquoi c'est important de parler stratégie technologique. Je vous ai déjà parlé un peu par rapport aux défis que l'OBNL vit, par exemple, le changement personnel et toutes ces choses au début, je vous ai expliqué. Et la raison de faire ce plan stratégique en technologie, c'est que justement, ça permet d'amener certaines valeurs de plus dans votre organisation, dans votre OBNL. Et une, justement, c'est en ayant toutes ces stratégies technologiques, tous les logiciels interconnectés, tout ça, ça vous permet d'automatiser les processus. Et avec ça, vous avez comme une meilleure situation de votre organisation, les technologies que vous utilisez. Puis ensuite, vous pouvez mieux protéger aussi. Une fois que vous avez automatisé, vous savez chaque logiciel, qu'est-ce que ça fait, mais vous pouvez savoir comment le protéger. Justement, là, je répète encore une fois, le loi 25, il y a beaucoup de normes à respecter, tout ça. On croit que c'est sorcière. C'est pas si sorcière que ça. Une fois qu'on connaît notre technologie, une fois on sait où on s'en va avec notre technologie, une fois qu'on sait qu'est-ce que ça fait, cette technologie-là, on est capable de mieux avoir une meilleure vision. Puis, en plus de ça, c'est bien protégé. Avec ça, en plus de ça, on peut travailler plus efficacement avec nos partenaires. Je parle, par exemple, vos membres, vos donateurs et tout. Imaginez, vous avez des plateformes qui vous permettent
Par exemple, recevoir les donations, ensuite envoyer un remerciement, ensuite l'intégrer directement à votre CRM, puis ensuite vraiment leur inviter à des événements, puis l'événement qui sont créés automatiquement, créer des rapports, envoyer, faire rappeler. Imaginez tous ces processus-là, vous pouvez tout automatiser, vous n'avez pas besoin de gérer des fichiers Excel ou faire ça manuellement. Oui, c'est possible de faire manuellement tout ça, mais maintenant, à l'évolution où on est rendu, ça permet de faire beaucoup de choses d'une façon très efficace. Puis il y a beaucoup d'outils qui existent qui permettent de faire ça euh, d'une façon automatisée, mais aussi qui est très abordable aussi. Tu sais, oui, il y a 5 ans avant, c'est seulement les grosses entreprises qui avaient les moyens. Maintenant, il y a des outils qui existent qui sont quasiment gratuits, en fait, qui sont gratuits. Il faut juste payer le montant pour les mettre en place. Donc, avec tout ça, vous avez une certaine facilité qui est par exemple la gestion. Une fois que vous savez les technologies, comment sont connectées, comment sont interconnectées, mais vous savez que si je reçois la donation puis ça ne rentre pas dans mon compte bancaire ou que j'oublie d'envoyer, le donateur ne reçoit pas le courriel, mais je sais que c'est où que ça bloque parce qu'on a une compréhension du processus complet. Et avec tout ça, quand vous avez tout automatisé, tout mis en place, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez innover avec le temps. Maintenant, on parle de la cybersécurité, les AI qui s'en viennent, comme vous voyez l'image qui est là, mais tantôt, Adil lui a aussi parlé de la gestion de changement. Au début, on est crainte, on a peur de changement et tout. Mais si on est capable de comprendre qu'est-ce qui s'en vient, la technologie, qu'est-ce que ça va faire, mais tranquillement, le AI, en ce moment, on fait juste parler, on est encore sous la surface. Mais comment ça, comme faut avoir un peu, tu sais, il faut pas avoir peur, puis il faut commencer à tranquillement comprendre. Mais il ne faut pas garocher tout de suite sur l'AI sans savoir qu'est-ce que ça n'est, puis ensuite revenir en arrière parce qu'on a mal fait les choses, mais d'aller d'une façon graduelle. Donc, c'est l'important d'avoir un certain plan de changement. Donc, la technologie permet l'innovation. Donc, une fois que vous avez tout documenté, tout automatisé, tout ça, vu qu'on a beaucoup de changements de personnel, on a parlé des défis que le MNL vise, et aussi, pas vise, mais vit, pardon pour le mot, et aussi beaucoup de nouvelles technologies qui sont amenées par chaque employé. Mais une fois que vous avez un plan stratégique, ça vous permet de faciliter le transfert des connaissances à vos employés, à vos partenaires, à vos responsables. Et tout ça, ça amène, bien sûr, l'objectif, tout ça, c'est que ça amène l'augmentation sur la productivité. Donc voilà. Donc l'État va suivre pour réussir votre transition dans le domaine technologique. Je fais beaucoup de références avec Adil parce que tu sais, pour aller vers un point d'arrivée, il faut savoir où on est. Donc avant tout, prenez quelques temps pour diagnostiquer c'est quoi votre situation, état actuel. Une fois que vous avez défini votre état actuel, vous pouvez par la suite définir la stratégie. On ne peut pas définir une stratégie si on ne sait même pas c'est quoi notre état actuel. Donc, en ce moment, vous devez définir, OK, c'est quoi mon défi en ce moment? Quand les donateurs font une donation, on doit aller sur la plateforme, avoir leur courriel, puis envoyer un courriel manuellement, par exemple. Ça, c'est une des choses que j'aimerais augmenter. Ou par exemple, en ce moment, dans mon site web, je ne peux pas recevoir les donations d'une façon automatique. Comment je peux automatiser ça? Donc, une fois que vous avez diagnostiqué les situations, puis après ça, vous pouvez définir, OK, j'aimerais faire ça. Puis après, une fois que vous avez défini vos stratégies ou l'objectif que vous voulez atteindre, mais vous allez pouvoir choisir quelle technologie me permet de faire ça. C'est sûr que c'est pas, une des erreurs qu'on fait souvent, c'est que, Bob utilise tel logiciel, telle organisation utilise tel logiciel, mon cousin il dit que tel logiciel est bon, on choisit, on prend le logiciel, je connais tel logiciel, donc je vais l'implémenter. Ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent. Puis il ne faut pas faire ça, fait plus comme par exemple dire, OK, quel logiciel est propice à mon stratégie que je donne. Puis peut-être que c'est un logiciel qui n'est pas connu par tout le monde, mais qui est vraiment efficace pour vous. Donc, allez chercher ce logiciel-là, puis ensuite trouver les experts, trouver les partenaires, puis l'implémenter. Puis finalement, ensuite, faire des procédures, des documentations et tout ça pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, puis revenir à la diagnostic, puis continuer à évoluer. Donc, c'est en gros les étapes qu'on veut suivre. Et une des choses que je recommande beaucoup, et c'est l'erreur que je vous parlais tantôt, souvent un employé arrive, il implémente un logiciel, un logiciel, une technologie, un directeur arrive, il impose, il exige certaines technologies parce qu'il est habitué à travailler avec ce logiciel-là dans son ancienne organisation, ou par exemple simplement, c'est l'organisation est habituée à renouveler avec tel logiciel, donc on reste avec tel parce que c'est comme ça que ça faisait. Donc souvent on oublie de se faire l'innovation, donc c'est très important de l'aligner la technologie, les stratégies que vous avez, qui s'alignent avec votre mission, vision, les valeurs que vous avez. C'est quoi à court terme dans 3 mois, à 1 an, jusqu'à 3 ans, 5 ans, en fait. Avec ça, les solutions que vous allez choisir aujourd'hui, ça peut être réutilisé dans 1 an.
j'ai vu des organisations OBNL qui ont fait un site web, puis dans un an, ils changent complètement leur site web parce que là, ils ne peuvent pas faire des transactions pour recevoir les dons. Mais si on savait que dans un an ou 2 ans, on allait recevoir les dons à travers, on voudrait faire cet objectif de recevoir les dons dans notre site web, mais on aurait choisi une technologie qui permet de juste ajouter une certaine itération qui fait qu'on n'a pas besoin de réinvestir un autre gros coût, simplement ajouter un petit montant et ajouter cette fonctionnalité. Donc, vous avez atteint votre objectif tout en respectant votre budget et le temps aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on définit un plan d'action. C'est mesurable, c'est réaliste. Et quand on parle de réalisme, on parle beaucoup financièrement, est-ce qu'on est capable de payer? Est-ce qu'on est capable de prioriser avec le temps? Donc, le défi souvent qu'on vit avec ça, c'est que euh, les organisations BNL, soit la technologie n'est pas leur priorité, la sécurité n'est pas leur priorité, ils n'ont pas prévu le budget pour ça. Mais parce que souvent, le budget est mal géré, en fait, ou mal optimisé. Puis, en fait, en ayant une vision plus large, vous allez être capable de dire, OK, cette année, j'ai besoin de 5 000 pour mon stratégie technologique. L'année prochaine, j'aurai 10 000 puis l'année d'après, j'aurai juste 2 000 parce que j'aurai déjà fait dans les 2 premières années des choses importantes. Au lieu de juste mettre le même montant chaque année, parce que vous croyez que c'est ça qui est besoin. En faisant ça, c'est que vous pouvez prendre cet argent-là et faire autre chose, par exemple, augmenter l'attention des membres, faire un plus grand impact dans votre communauté. Donc, c'est vraiment important d'avoir un plan qui est vraiment réaliste et capable d'atteignable selon le temps et le défi donné. Donc, souvent, on me pose la question avec qui on travaille, puis on n'a pas parlé avec nos membres pour qu'on on a voulu faire le site web, on n'a pas parlé avec nos clients, on n'a pas parlé avec nos donateurs qu'on a choisi la plateforme. Mais c'est important d'avoir leur avis. Par exemple, demander, mettons, je vous donne un exemple très concret. On a beaucoup travaillé avec des clients qui voulaient justement intégrer la donation dans leur plateforme automatique, puis vraiment faire le remerciement, l'inviter à des événements et tout ça d'une façon très concrète. Et souvent, on n'a même pas demandé à nos donateurs comment ils aimeraient faire la donation. Peut-être les autres sont habitués à faire des virements Interact, autant à faire en ligne, autant par carte de crédit. Chaque donateur a sa propre façon qu'il veut faire la donation. Et ainsi, les membres aussi, comment ils veulent se sentir impliqués. Donc, le faire un peu une table ronde, discuter avec eux, mais ça vous met pas besoin de parler avec tout le monde, avoir l'avis de tout le monde, mais juste avoir une certaine sondage, puis ensuite prendre en considération, puis aller chercher peut-être une ou deux personnes de table ronde pour leur dire, OK, comme une personne ambassadeur ou une représentante qui va un peu comme représenter les clients, représenter les membres, représenter les donateurs, les fournisseurs, inviter par exemple des experts, des partenaires externes, mettons en cybersécurité, en technologie, en changement, qui vont vous donner des conseils. Puis après ça, vous pouvez implanter par vous-même, mais au moins pour faire ce plan-là, vous devez vraiment inclure les partenaires qui sont, ou les gens, les personnes qui sont importantes, qui peuvent amener du valeur, qui vont utiliser aussi vos solutions. Donc, comment choisir les partenaires? Je dis moi, j'ai toujours, c'est qu'avant de choisir vos partenaires, vous devez vraiment définir c'est quoi pour vous un bon partenaire. Et pour définir ça, moi, je pense que toujours la vision, la mission s'aligne avec l'autre entreprise. Par exemple, c'est une entreprise qui est aussi alignée à faire un impact communautaire ou qui pense que vraiment il veut faire avancer l'organisation OBNL ou par exemple qui a une certaine expertise dans le domaine, faire plusieurs entrevues. N'hésitez pas à demander des références. N'hésitez pas à poser des questions, des doutes que vous avez, parce que c'est vos partenaires que vous voulez bâtir des relations à long terme, pas juste pour un petit mandat de faire refonte de site web ou faire un publicité Google ou un système de paiement, mais vous voulez quelque chose, bâtir une relation à long terme qui peut vous accompagner. Gardez en tête que c'est des experts, puis plus vous travaillez avec eux, plus ils vont savoir votre réalité, plus ils peuvent vous mieux accompagner. Donc, c'est pour ça que c'est très important de comparer en faisant notre revue, en faisant une soumission pour savoir lequel entreprise, lequel fournisseur, lequel partenaire est un bon fit pour vous. Donc, après ça, on me demande aussi beaucoup comment choisir les meilleurs outils technologiques. Encore une fois, on a parlé tantôt, pour choisir les meilleurs outils de technologie, il faut définir vraiment notre objectif, notre, mettons un peu une mission qu'on veut atteindre dans le volet technologie dans les 3 prochains mois, mais 3 ans, 5 ans. Donnez cette vision, laissez-vous un peu cette flexibilité de voir plus grand, plus loin, même si, mettons, vous ne savez pas, dans 3 ans, vous prenez à votre retraite ou dans 5 ans, vous voyez comment votre organisation
que vous voulez que ça soit dans 10 ans. Puis là, avec ça, définir les besoins. Euh, Même si vous ne savez pas comment la technologie va être dans 10 ans, allez consulter un expert et tout. Avec ça, vous êtes capable de définir mieux les besoins de, de l'organisation et ce que vous voulez atteindre. Puis encore une fois, tantôt on a dit qui. Donc, parler avec vos membres, les clients, les donateurs, comment ils voient aussi. Donc, avec plein de ces outils-là, vous êtes capable de mieux lister les besoins. Une fois que vous avez listé les besoins, vous êtes capable de savoir, OK, c'est quoi les fonctionnalités qu'on a besoin maintenant, dans 3 mois, un an, puis dans 3 ans. Une fois que vous avez un peu fait cette vision-là ou une certaine brouillon, vous parlez avec des experts. Donc, ça peut être en finance, en marketing, en technologie, en changement, en légal, pour aller chercher ces conseils-là. Et parce que quand vous allez voir ces experts-là, vous savez exactement qu'est-ce que vous demandez. Parce qu'ils sont capables de mieux vous conseiller, puis surtout encore mieux quand c'est des partenaires qui travaillent avec vous depuis quelques années, mais ils savent votre réalité, donc ils savent projeter avec vous dans le futur. Puis ensuite, une fois vous avez certains outils, certains logiciels que vous pensez que c'est intéressant, essayez-là. Souvent, il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits, il y a des versions gratuites à essayer. Laissez-vous l'opportunité de tester. Demandez à vos fournisseurs, à vos partenaires, si vous avez une équipe interne TI, mais sinon si vous avez des partenaires, demandez-leur, dites combien, est-ce que pour 3 heures, est-ce que vous pouvez tester peut-être tel outil, puis voir, nous référer quel outil vous nous recommandez, par exemple. Donc, essayez parce que je vous répète, une fois qu'on a choisi l'outil, on veut vraiment la maîtriser à 100%, 200%, puis qu'on veut l'intégrer dans notre écosystème, puis qu'on veut que ça dure au moins 3 à 5 ans, même plus en fait. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, pour faire ça, il faut que vous l'essayiez. Donc, c'est comme si vous allez acheter un auto. Vous n'allez pas acheter les premiers autos que tout le monde roule, en fait. Vous allez essayer plusieurs autos, même pour une chose pour la maison. Puis une fois que vous avez regardé, vous allez compris vos besoins, mais vous allez ensuite, vous allez acheter, puis vous allez l'utiliser, vous allez le maintenir, vous allez garder vraiment plusieurs années, le plus longtemps qu'on peut. C'est la même chose pour la technologie. On veut l'utiliser le plus longtemps possible pour avoir un meilleur retour sur l'investissement. Et plus on l'utilise plus longtemps, mais plus on est à l'aise, plus on est vraiment confortable, donc on fait des choses plus rapidement, plus efficacement. Bien sûr, la documentation, en ligne, les références des clients, références des utilisateurs, des reviews sur Internet, tout ça, ça vous permet aussi d'avoir une certaine confiance d'aller vers une solution que l'autre. Donc, c'est très, très important. Ça, c'est les choses. Je ne vais pas nommer les technologies. Mettons, je fais référence à une voiture, mais je fais une technologie X. Mettons, un gestionnaire de mot de passe, un exemple très concret. Quand on choisit un gestionnaire de mot de passe, on dit, ah, lequel que vous recommandez, lequel que vous utilisez. Et je vous pose la question, mais c'est quoi vos besoins? Combien vous êtes? Pourquoi vous l'utilisez? C'est quoi vos défis? C'est quoi votre problème en ce moment? Vous les réglez avec le gestionnaire de mot de passe. Mais une fois qu'on a ces réponses-là, je peux vous référer exactement l'outil qui est bien pour vous, les gestionnaires de mot de passe, même si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans mon entreprise ou auprès de mes clients. Ça va être un nouveau logiciel, mais je sais que ça va être vraiment répondre à vos besoins parce que je connais votre écosystème, je connais vos défis et vos besoins. Donc, je veux dire, tel gestionnaire de mot de passe va répondre exactement à vos besoins, puis ça va être utile pour vous pendant plusieurs années. Donc, c'est comme ça qu'on choisit une technologie. Donc, l'exécution de votre plan, on a parlé euh, rapidement tantôt avec la gestion de changement, comme on fait. J'ai répété beaucoup de fois dans les autres slides aussi. C'est vraiment aller graduellement faire des quick wins. Donc, tu sais, définissez un temps de livraison de 3 semaines, 4 semaines, un mois, 2 mois. Définir des petits objectifs. Puis comme ça, vous pouvez atteindre, valider, récompenser, apprécier l'objectif qui est atteint. Parler aux gens alentour, à vos partenaires, comme dit Adil, établir en plus certaines métriques pour mesurer votre évolution. OK, ça nous prenait avant pour avoir un don d'un membre, une fois qu'il a payé à notre compte bancaire, puis lui remercier, puis lui inviter à notre événement. Le temps, ça nous prenait une semaine, maintenant, ça nous prend une journée. OK, on a évolué. Maintenant, comment on peut d'une journée diminuer à 1 heure, par exemple? C'est ça, donc, ça, c'est une chose. Et aller étape par étape. Donc, tu sais, si vous avez une procédure que vous voulez automatiser à 100%, mais faites une procédure automatisée, validez ça marche, ajoutez un autre, ajoutez un autre. Donc, au lieu de faire tout d'un coup, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps, vous allez décourager, vous allez vouloir revenir en arrière. Euh, Tu sais, ça, c'est une leçon apprise. Ce que j'aime beaucoup dans le plan, c'est mettre une liste des défis, les problèmes arrivés, les bugs qu'on a rencontrés et les erreurs qu'on a fait pour que quand on va faire un autre
itération en notre objectif, on est capable d'éviter ce genre d'erreur-là. Parce que souvent, on répète les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas communiqué. Maintenant, moi, j'implémente une solution, j'ai fait une erreur, j'ai oublié tel point, j'ai avisé à mon équipe dans l'étape de accomplissement, dire, ah, on a fait cette erreur-là, j'ai réalisé, je ne savais pas, j'ai appris ça. Ah, les autres vont dire, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Puis l'autre fois, quand vous allez faire un autre objectif, mais vous allez mieux faire, puis vous allez éviter la même erreur. Donc, documentation, enregistrer les procédures pour faciliter justement le transfert des connaissances avec vos employés, mais aussi les futurs employés que vous allez avoir. Donc, je pense qu'on a un peu atteint un peu il y avait la slide de conclusion. Je ne sais pas. Ah non, il n'est pas là. Je pense que l'image, il n'apparaît pas. C'est bizarre, heureusement. On va en profiter aussi, Yamlan, merci beaucoup pour la présentation, Adil aussi. Il y a eu une question aussi dans le chat, fait que je ne sais pas si vous voulez prendre le temps de la lire et pouvoir répondre à Julie qui a posé sa question. Fait qu'on va pouvoir conclure avec ça. Mais merci beaucoup pour cette présentation-là. Ça a été très, très enrichissant. Je suis persuadée. Parfait. C'était quoi la question? Quel outil accompagnement pour faire une transition technologique dans un CA vieillissant ne sont pas experts avec la technologie? Je pense la répondre à cette question. Donc, quel outil, c'est en fait, encore une fois, je reviens un peu à Julie, merci pour ta question. Donc, je reviens un peu à la gestionnaire de mot de passe. En fait, c'est quelque chose que, autant je peux te dire que je connais 10 logiciels qui permettent de faire ça, mais je pense que ça va être comme, mettons, un petit rencontre de 10 minutes, une demi-heure, vraiment comprendre ta situation, le défi actuel, quel type de, mettons, les membres de CA ils sont et tout ça. Ça va me permettre de mieux comprendre, puis ensuite, ça va être plus facile de dire, OK, il y en a 3 logiciels que tu peux utiliser. Donc, ça me fera plaisir. Mais en ce moment, tu sais, autant je peux donner des listes des logiciels, mais ça va être vraiment, ça va te mélanger plus qu'avant. Donc, tu sais, ça revient un peu à ma présentation où vous devez vraiment définir un peu, tu sais, ça c'est mon défi, ça c'est l'objectif que je veux atteindre, comment je peux faire, quel outil c'est intéressant, puis on pourra te guider en fait. Puis ça me fera plaisir, là, justement, on peut donner une consultation gratuite d'exploratoire, puis je peux vraiment te référer à l'outil qui te convient, que tu peux implémenter toi-même ou on peut t'aider aussi. Et puis, si tu veux, en fait, on peut rajouter en fait que dans les CA, pour pouvoir les convaincre par rapport à la mise en place des nouvelles technologies, c'est qu'on peut procéder aussi à travers une analyse SWOT pour dire en fait c'est quoi les opportunités, donc pour mettre en avant les opportunités, en même temps les risques, les menaces qu'on peut avoir en adoptant, si on ne met pas en place ces technologies, parce que aujourd'hui on voit que la technologie en fait ça avance, on est dans l'ère de l'IA et puis les choses vont s'accélérer d'une manière exponentielle. Donc, le fait de faire une analyse SWOT et puis la mettre en avance, là, pendant la présentation, ça va aider aussi par rapport à ça. Et comme ce qu'il vient de dire Gautam, c'est que être accompagné parfois avec un consultant expert, ça permet aussi je dirais, de réveiller en fait parfois conscience, en fait, la conscience des gens par rapport à cet aspect technologique.